Bonjour. Alors, donc, première vidéo de correction du bac 2013 Métropole. Alors, exercice 1, proba. Très bien. Alors, c'est assez classique. Donc, la partie A, c'est ce dont vous avez l'habitude, depuis la première, des probabilités avec des arbres. Après, la partie B, c'est des histoires de loi normale. Voilà, donc ça, c'est loi normale, c'est vraiment typique du nouveau programme et du programme de terminale. Donc voilà, donc ça veut dire par exemple, si vous êtes en début d'année, la partie B, si vous la faites, c'est que vous prenez de l'avance sur le programme. C'est plutôt des choses qu'on voit en fin d'année. Ceci dit, moi je vous encourage dès le début de l'année à regarder un petit peu ces trucs-là, parce que si vous vous y mettez un mois avant le bac, c'est un petit peu tard, et la plupart du temps, c'est les chapitres qu'on fait en fin d'année. Bon, alors allons-y. Première question, petit a, d'après les données de l'énoncé, préciser la probabilité de D sachant A et la probabilité de D sachant B. Bon. Alors, en général, quand il y a ce genre de questions, c'est qu'il n'y a pas de calcul, il suffit de piocher les données directement dans le texte. Donc, alors voilà, c'est quoi la probabilité de D sachant A? D, c'est il y a un défaut de soudure, et A, c'est les produits par l'unité A. Donc c'est la probabilité qu'il y a un défaut, sachant qu'il vient de l'unité A. Donc je regarde dans le texte. Voilà, la probabilité qui présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par l'unité A, est égale à 0,014. Ben voilà, le nombre est directement dans le texte. En général, c'est ça, c'est-à-dire que si on vous demande des nombres dans la première question, en général, ils sont directement dans le texte, ou alors il faut faire 1 moins quelque chose. Ou alors un petit calcul de division, mais c'est pas des choses compliquées. Alors, donc, probabilité de D, sachant A, est égale, on a dit 0,014. Voilà. Sur ma copie, je mets juste ça, il n'y a pas besoin de commentaires. La probabilité de D sachant B, donc la probabilité qui présente un défaut de soudure sachant qu'il est produit par l'unité B, est égale à 0,024. Donc c'est ce nombre-là. La probabilité de D sachant B est égale à 0,024. Alors si vous sortez de première et que vous n'avez pas vu les probabilités conditionnelles, c'est que, voilà, c'est pas au programme de première. Donc, par contre, regardez votre manuel, parce que probabilité conditionnelle, c'est une formule. Enfin, la notion est assez simple, donc vous pouvez prendre de l'avance. Alors, voilà, petit b calculé P de A, P de B. Il y a écrit calculé, donc vous allez avoir un petit calcul. Probabilité de A, c'est la probabilité qui vient de A. Probabilité de B, c'est la probabilité qui vient de B. Alors après, donc, il y a deux nombres qu'on n'a pas encore utilisés, c'est le 600 et le 900. La production journalière de l'usine A est 600 pièces, et l'unité B est 900 pièces. Bon. Et comme c'est les deux seuls, ça veut dire qu'au total, le nombre de pièces, c'est 600 plus 900. Donc, la probabilité de A, A est produit 600 pièces sur un total de 600 plus 900. C'est ça. Donc la probabilité de A, c'est ça. C'est la part de A parmi le total. Donc, ça fait 600 sur 6 et 9, 15 sur 1500. Bon. Et donc ça fait 6 quinzièmes. 6 quinzièmes, ça se simplifie par 3. 15, pardon, c'est 3 fois 5. Donc voilà, je divise par 3 en haut et en bas. Ça fait 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, ça fait 4 dixièmes, donc 0,4. P de A est égal à 0,4. P de B. P de B, alors je peux mettre que c'est 900 divisé par 600 plus 900, c'est-à-dire 900 sur 1500, mais je vais plutôt directement dire que c'est 1 moins P de A. Puisqu'en fait, c'est soit A soit B, ça peut pas, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux à la fois, donc ça veut dire que B c'est le contraire de A en fait. Voilà, puisque la pièce sort soit de A, soit de B. Donc ça fait 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Parfait. Très bien. Deuxième question. Recopier, compléter l'arbre. Donc,
l'arbre très classique, donc soit le truc sort de A, soit il sort de B, et puis soit il a un défaut de soudure, soit il n'en a pas. C'est un arbre de 2, c'est le plus classique. Bon, parfait. Alors, recopier compléter, P de A, on vient de le calculer, on a dit que c'était 0,4, donc du coup je mets 0,4, et P de B on a dit 0,6, parfait. Alors, il faut savoir que quand on dessine un arbre, les nombres qui sont là sont bien les probabilités d'événements qui sont à droite. C'est-à-dire le 0,4 c'est P de A, le 0,6 c'est P de B. Très bien. Par contre, le nombre qui est là, c'est pas P de D, parce que pourquoi ce serait ce nombre-là et pourquoi ce serait pas celui-là, hein? Parce que dans les deux cas, j'ai du D. Bon. Ça, c'est une probabilité conditionnelle, parce que c'est la proportion de ceux qui vont dans D parmi ceux qui sont dans A. Donc le nombre qui est là, c'est la probabilité de D sachant A. Donc, P de D sachant A 0,014, je mets 0,014. Voilà. Bien. Probabilité de D sachant B, c'est 0,024. Donc c'est le nombre qui est là, 0,024. Très bien. Il me manque deux nombres. Bon, vous savez que dans un arbre, quand on additionne les branches qui partent d'un même nœud, ce que j'appelle un nœud, c'est ça, ça, ça. Ben, ça doit faire 1. Donc ça plus ça fait 1. Ça plus ça, ça doit faire 1. Ça plus ça, ça doit faire 1. Donc pour avoir le nombre qui fait là, je fais 1 moins 0,014 et celui qui va là, c'est 1 moins 0,024. Bon. Alors, donc, 1 moins 0,014. Bon, évidemment, ceux qui aiment faire du calcul mental, ils peuvent le faire de tête. 0,986. Et 1 moins 0,024, 0,976. Parfait. Donc voilà, la question 2 est terminée. J'ai recopié complété l'arbre. Pas la peine de commenter. On passe à la question 3. Alors, 3 à calculer P de A inter D et P de B inter D. Donc on commence par P de A inter D. Alors, A inter D, c'est ce chemin. Et pour avoir la probabilité d'un chemin, je multiplie les nombres que je rencontre sur mon chemin. Ce qui nous fera 0,4 fois 0,014. Alors après, les profs aiment bien qu'on détaille un petit peu. Le 0,4, c'est quoi? C'est P de A. Le 0,014, c'est quoi? Ce nombre, on a dit que c'est probabilité de D sachant A. Voilà, comme ça, là, c'est super bien détaillé. Je fais mon calcul. 0,00056. Voilà. Comme il n'y a pas de précision, bon, bah, du coup, je mets la valeur exacte, hein, je ne m'embête pas. Probabilité de B inter D maintenant. Bon, bah, c'est pareil, hein, cette fois-ci, c'est ce chemin-là, donc ça fera 0,6 fois 0,024. Très bien. 0,6 c'est P de B. 0,024, ce nombre-là, c'est la probabilité de D sachant B. C'est la calculatrice qui prend le relais. 0,0144. Bon, bah voilà. Alors, question 3b, en déduire P de D. Alors, je commence par regarder mon arbre. P de D, donc, du D, il y en a ici, et il y en a là. Donc, j'ai deux chemins. Bon, alors, la règle de calcul avec les arbres, donc, en fait, il y a deux règles de calcul avec les arbres, si vous voulez. Pour calculer la probabilité d'un chemin, on multiplie les nombres qu'on rencontre sur le chemin, et quand il y a plusieurs chemins, on additionne les probabilités de chaque chemin. Donc du coup, du D, il y en a là, il y en a là, donc je fais ça fois ça, plus ça fois ça. Très bien. Donc, P de D, du coup,
Le premier chemin, c'est A inter D. C'est P de A inter D. Je ne vais pas faire ça fois ça parce que je l'ai déjà calculé. Hein. Plus la probabilité du deuxième chemin, qui est ça fois ça, P de B inter D, que j'ai déjà calculé aussi. Voilà, bon. Du coup, bah, j'additionne les deux nombres que j'ai trouvés. Hein. A inter D, j'ai trouvé 0,056. 0,0056. Et l'autre, c'était 0,0144. Très bien, donc ça devrait faire 0,0. Alors attendez, après ce sera un 1. Et puis 80... non, un 2. Voilà. Ça devrait faire ça. Bah oui, 44 et 56, 100 et 100, 200. Voilà. Et c'est fini avec 3B, on passe à la question 4. Donc, on prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'unité A. Donc là encore classique, on termine par une question sur les probabilités conditionnelles. Voilà. Alors à quoi je vois que c'est une probabilité conditionnelle? Eh bien, parce qu'en fait, on prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure. Donc on sait qu'il présente un défaut de soudure. Voilà. Hein, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'unité A? Donc, ce qu'on veut, c'est la probabilité qu'il provienne de A, mais on sait qu'il présente un défaut de soudure, donc c'est sachant D, puisque D, c'est défaut de soudure. Donc c'est cette probabilité-là qu'on me demande de calculer. Et alors, je vous rappelle la formule des probabilités conditionnelles, donc c'est la seule formule des probabilités quand il y a avec des arbres qui soit du niveau terminal. Et alors c'est la suivante, probabilité de A sachant B, c'est égal à probabilité de A inter B divisé par probabilité de B. Je dis toujours, celui qui est en bas reste en bas. Voilà, comme ça on ne confond pas. Voilà, donc ça évidemment cette formule il faut la connaître, il faut la connaître par cœur. Hein. Ça il n'y a pas... Voilà. On ne peut pas les couper. Donc, ça fait probabilité de A inter D sur probabilité de D. Très bien. Donc, j'ai calculé P de D, j'ai calculé P de A inter D, donc je recopie. Inter D, j'ai trouvé 0,0056. Et P de D, j'ai trouvé 0,02. Bon, bah après, c'est la calculatrice qui fait le reste. Donc 0,0056 divisé par 0,02, et ça fait 0,28. Voilà. Donc, pas de piège dans cette première partie A de l'exercice 1. Donc ça, c'était un peu cadeau, pour peu qu'on connaisse les règles de calcul avec les arbres et la formule des probabilités conditionnelles. On passe à la partie B. Alors, donc, partie B, contrôle de qualité. On suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise entre 195 et 205 ohms. Bon, très bien. On admet que la variable aléatoire R, qui a un composant prélevé au hasard dans la production associe sa résistance, suit une loi normale. Donc là, on sait que, ben voilà, on a affaire à une loi normale. 2 moyenne mu égale 200,5 et l'écart type sigma égale 3,5. Donc on nous donne les paramètres, très bien. On prélève un composant de la production. Les résultats seront arrondis à 0,0001 près, donc 4 chiffres après la virgule. Parfait. Première question, calculer la probabilité P1 de l'événement. La résistance du composant est supérieure à 211 ohms. Et on nous indique, c'est la phrase que je n'ai pas lue, donc les résultats seront arrondis à 4 chiffres après la virgule, très bien. Ils pourront être obtenus à l'aide de la calculatrice ou de la table fournie en annexe 1. Voilà. Donc là, vous regardez la table fournie en annexe. Là, ça ressemble à ça. Donc là, vous le voyez à l'envers, puisque j'inverse les vidéos pour que vous voyez ce que j'écris, moi, à l'endroit. Donc, mais voilà, donc il y avait une annexe avec un tableau, et puis, donc, vous avez des nombres, et puis, il y a la probabilité que x soit inférieur à t. Alors, comment ça se lit? Donc là, si vous avez, par exemple, 190,
ben, ce nombre-là, 0,0013, c'est la probabilité que x soit inférieur à t en prenant t égale 190. Donc c'est la probabilité que x soit inférieur à 190. Ce nombre-là, donc 0,9684, ça correspond à t égale 207, donc c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 207. Bon, très bien. Donc c'est comme ça qu'on utilise le tableau, mais de toute façon, je vais vous montrer les deux méthodes. Comment on fait avec l'annexe et comment on fait avec la calculatrice. Bon, enfin, peu importe. Donc, il faut calculer la probabilité de l'événement. La résistance est supérieure à 211 ohms. Alors, première chose, quelle est la probabilité qu'on me demande de calculer? Eh bien, c'est la probabilité que la résistance, donc la résistance c'est R, soit supérieure ou égale à 211. Donc ça fait ça. Très bien. Alors, là je commence par la méthode tableau. Et en fait, c'est la plus compliquée. Donc c'est un petit peu pervers, parce qu'en fait, si vous lisez bien les instructions officielles, pourquoi on vous fait des tableaux, c'est soi-disant pour ne pas pénaliser les candidats qui ont des calculatrices qui n'ont pas beaucoup de fonctionnalités. Bon, c'est un peu idiot, enfin disons que dans la pratique, une immense majorité d'entre vous ont soit la Casio, en général c'est la Graph 35+, soit la TI, en général c'est la TI 82 ou 83 ou 82 stats ou 83 stats. Bon, en tout cas, ces modèles-là, ils font la loi normale. Bon, moi j'espère que vous avez une calculatrice qui fait la loi normale. Bon. Mais en tout cas, si ça n'est pas le cas, vous serez obligé de faire avec le tableau, mais avec le tableau, comme vous allez le voir, c'est plus compliqué. Bon, je commence par la méthode tableau, après on fera la méthode calculée. Bien. Alors, la première chose à remarquer, c'est que là, vous avez à calculer la probabilité que R soit plus grand qu'un nombre. Et donc, le tableau, c'est la probabilité que X soit plus petit qu'un nombre. Bon. Par contre, vous remarquerez que dans le tableau, on a mu égale 200,5 et sigma égale 3,5. Donc ça, c'est rassurant. Ça veut dire qu'au niveau des paramètres, c'est exactement ceux de la résistance R. Donc ce tableau-là, il est bien adapté à la situation. Ils n'ont pas fait un coup bizarre qui consisterait à mettre d'autres paramètres. Enfin, ça rassure. Mais là, notre problème, le souci, c'est que, je le répète, on nous demande la probabilité que R soit supérieur à un nombre, et le tableau, c'est que R soit inférieur. Donc on a une manip à faire. Bon. Comment passer d'une probabilité que R soit supérieur à un nombre à la probabilité que R soit inférieur? Eh bien, on pense à l'événement contraire. Donc je vous montre. Donc la probabilité que R soit supérieur ou égal à 211, c'est 1 moins la probabilité, alors, pardon, c'est 211, et je mets l'événement contraire. Mais c'est quoi l'événement contraire? Eh bien, le contraire d'être supérieur ou égal à 211, c'est être strictement inférieur à 211. Voilà, c'est ça l'événement contraire. Bien, parce que si je ne suis pas supérieur ou égal, forcément je suis strictement inférieur. Donc, voilà. Et là, c'est bien. Alors, vous pouvez me dire, ah oui, mais attention, là c'est strict. Alors que dans le tableau, j'ai les probabilités que x soit inférieur ou égal à t. Bon. Alors, là, j'ai inférieur strict. Je n'ai pas inférieur ou égal. Ça me pose problème. Oui. Eh bien, il faut savoir que pour la loi normale, et pour toutes les probabilités qu'on appelle probabilités à densité, c'est-à-dire où la variable aléatoire, elle varie dans un intervalle, hein, et ici, en fait, la résistance R varie dans un intervalle, en fait, c'est à peu près n'importe quelle valeur de 0 à l'infini, hein, en fait, voilà. Donc, eh bien, dès que vous avez une variable aléatoire qui suit la densité, dont la loi normale, la probabilité d'avoir R égale exactement un nombre, cette probabilité vaut 0. Voilà. C'est-à-dire que la probabilité que R soit compris entre 210,9 et 211,1, cette probabilité n'est pas nulle. Mais la probabilité que ce soit 211 exactement, 211,0000 avec que des zéros, cette probabilité-là est nulle. Donc la probabilité que la résistance soit autour de 211 n'est pas nulle, mais la probabilité que la résistance soit égale à 211 vaut 0. Et donc, à cause de ça,
je peux écrire ceci. Voilà. Donc déjà, ça fait quand même pas mal de travail. Hein. Et tout ça, vous pouvez l'oublier si vous faites la méthode calculatrice. Pour ça, moi, je vous encourage de ne pas utiliser leur tableau. Voilà. Et maintenant, je peux regarder dans mon tableau. Alors, donc, je prends mon tableau, je regarde, donc du coup, là, c'est R inférieur à 211. Donc, je regarde dans mon tableau 211, puisque dans le tableau, en fait, R, c'est X, hein, c'est ça, il n'y a pas de souci. Et donc, T, c'est 211. Donc, pour 211, je vois que la probabilité que X soit inférieur à 211, c'est 0,9987. Bon. Donc, ça fait 1 moins 0,9987. Je peux mettre entre parenthèses d'après le tableau. Bon, je ne suis pas obligé, mais c'est toujours bien. Et après, je prends ma calculatrice. Je fais 1 moins 0,9987. Et je trouve 0,0013. Voilà. Terminé. Bon, terminé, mais très long et relativement difficile, puisque, bon, là, le passage à l'événement contraire, hein, vous pouvez y penser, j'espère que ça vous... Enfin, si vous avez fait un peu de loi normale, normalement, le prof vous l'a dit, que la probabilité que R soit strictement inférieur à un nombre, ou que ce soit inférieur ou égal, c'est pareil. Bon. Enfin, au total, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Je vous rappelle quand même la formule qu'on a utilisée pour passer de là à là, qu'en général vous connaissez bien, c'est P de A bar égale 1 moins P de A. Voilà, c'est une formule de proba de seconde, hein, mais ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire pour expliquer le passage de là à là. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est fait, et c'était la méthode tableau. Donc maintenant, je vous parle de la méthode calculatrice, qui est, je trouve, plus simple. Et de toute façon, si vous avez une calculatrice qui fait la loi normale, il faut que vous appreniez à vous en servir. Hein. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on fait avec la TI et la Casio. Normalement, si vous avez, sait-on jamais, une autre marque, ça devrait être à peu près pareil, mais sinon, renseignez-vous. Voilà. Donc, comment ça marche ? Alors, d'abord, quelques généralités. Donc, quand vous avez une loi normale, vous avez toujours le petit dessin qui va avec, qui est une gaussienne. Voilà. Et quand vous avez une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma 2, ça veut dire qu'en fait, vous avez une courbe en cloche, et cette courbe en cloche admet un axe de symétrie, qui est en mu, et là, il y a une bosse, et la largeur de la bosse, c'est sigma. Voilà. Bon, c'est une largeur approximative, hein, c'est un peu, mais enfin, disons que plus sigma est grand, plus la bosse est étalée, plus sigma est petit, plus ça fait un pic. Bon. Alors, ensuite, comment on utilise soit sa TI, soit sa Casio. Alors d'abord, quelle est l'instruction? Sur TI, c'est normal frep. Ah, je déborde. Donc je mets la suite là. Normal frep de A, B, mu, sigma. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez par exemple dans catalogue, vous prenez la lettre N et vous vous baladez avec les flèches jusqu'à trouver normal frep. Vous cliquez dessus et après, ça vous affiche normal frep et qu'il y a une parenthèse qui s'ouvre et vous devez rentrer A, B, mu, sigma. Je vais vous expliquer ce qu'est A, B, mu, sigma. Enfin, mu, sigma, je pense que vous avez compris, c'est des paramètres qui sont donnés. Donc ici, mu, c'est 200,5 et sigma, c'est 3,5. Ça, c'est la TI. Et la Casio, alors, toc, 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 on met un petit peu d'ordre dans ce tableau.
avec la Casio, c'est norme CD. Et là, attention, les ingénieurs de chez Casio, ils ont inversé. Ils mettent pas AB mu sigma, ils mettent AB sigma mu. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce AB mu sigma ou AB sigma mu? Bon, eh bien, que ce soit la TI, que ce soit la Casio, vous mettez les 4 nombres. Bon, dans l'ordre qui est ici pour la TI, ici pour la Casio, et ça vous donne la probabilité que X soit compris entre A et B. Alors, je vous fais le dessin. Donc, voilà, mettons que A soit ici et que B soit là. Alors, en fait, la probabilité que X soit compris entre A et B, c'est l'aire qui est hachuré en vert. Voilà. Donc, cette aire-là, c'est la probabilité que X soit compris entre A et B. Voilà. Et donc, la calculatrice vous calcule automatiquement cette aire verte. Voilà. Pour peu que vous lui donniez A, B, mu et sigma, ou A, B, sigma et mu dans cet ordre si c'est une Casio, elle vous calcule directement ça. Voilà. Alors, dans le cadre de notre exercice, comment on faisait? Ben, je vais vous montrer ça. Il suffit de faire un petit dessin. Voilà, alors je reprends sur la loi normale et l'utilisation de la calculatrice. Donc, ici, on demandait la probabilité que R soit supérieur à 211. Donc, vous allez me dire, c'est quoi AB mu sigma? Bon, alors, mu et sigma, ils sont dans le texte. Mu, c'est 200,5 et sigma, c'est 3,5. Donc, ces deux-là, on les a déjà. Donc, ensuite, c'est quoi A et B? Alors, un petit dessin. Donc, dans notre cas, donc, on a une courbe en cloche. Mu, c'est là où il y a l'axe de symétrie. Donc, 200,5. Sigma, c'est à peu près la largeur de la bosse, 3,5. Bon, ça, on s'en moque un peu. Mais maintenant, on me demande la probabilité que R soit plus grand que 211. Donc, bon, 211, je vois bien, donc lui, il est là. Je vais prendre une autre couleur, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Alors, bon, 211, il est là. 211. Et voilà. Vous allez me dire, mais plus grand que 211, c'est pas compris entre A et B. C'est plus grand que 211, mais il n'y a pas d'autre nombre. Bah, ça veut dire que l'autre nombre, en fait, c'est plus l'infini. Vous allez me dire plus l'infini, je ne connais pas, mais il suffit, pour la calculatrice, il suffit de prendre un nombre très grand. Donc, en fait, ça veut dire que mon nombre B, il sera là. Donc, par exemple, on peut prendre 100 000. Voilà, vous pouvez prendre 1 million si vous voulez. Mais en tout cas, la probabilité qu'on va calculer, c'est ce qui est là. Voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce que je tape sur ma calculatrice? Eh bien, si j'ai une TI, je tape normal frep de, alors c'est A, B, mu, sigma dans cet ordre. Il faut que vous appreniez à utiliser votre calculatrice, il faut que vous appreniez à mettre les 4 nombres dans le bon ordre. C'est celui-là pour les TI, c'est celui-là pour les Casio. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Voilà. Donc, normal frep de, donc A, je mets 211. B, je mets un très grand nombre, donc par exemple 100 000. Mu, donc je mets 200,5. Donc pour les calculatrices, c'est 200,5. Et sigma, 3,5. Voilà. Hop. Voilà. Je tape ça si j'ai une TI. Si j'ai une Casio, je fais norme CD. Alors, faites attention, sur les Casio, vous avez norme CD et vous avez norme PD. Alors, le deuxième, norme PD, vous n'en avez pas l'utilité normalement. D'ailleurs, j'ai oublié à quoi ça servait. Enfin voilà, vous faites le truc qui est utile, c'est norme CD. Donc, c'est A, B, sigma, mu. Donc, A, c'est 211.
B c'est 100 000 ou 1 million, enfin peu importe. Sigma c'est 3,5 et mu c'est 200,5. Voilà. Et vous tapez ça sur votre calculette et vous avez le résultat. Donc, par exemple, avec la TI. Donc, allons-y, je fais catalogue. Donc, je vous montrerai ça plus en détail dans la suite. Normal et FREP. Je mets 211, virgule. Mettez bien une virgule et pas un point. Un très grand nombre, virgule, c'est une TI, donc c'est d'abord mu, 200,5, virgule, 3,5. Voilà. Et je trouve 0,0013, puis après je trouve 4, 9, 9 et des brouettes. Donc, mais ça fait 0,0013. Donc avec 4 chiffres après la virgule. Donc sur ma copie, je mets juste ça. Et c'est terminé. Donc d'abord, c'est beaucoup plus court. Alors après, si vous dites oh là là, mais ça c'est trop court, il faut donner une justification, vous pouvez mettre j'ai pris ma TI et j'ai tapé ça. C'est une justification suffisante. Hein. Ils mettent bien dans l'énoncé qu'on a le droit d'utiliser la calculatrice. Voilà. Donc évidemment, comme ça, avec la calculatrice, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, je vous recommande de faire la méthode calculatrice. Donc, je répète, les tableaux, normalement, c'est pour les candidats qui ont des calculatrices qui ne savent pas faire grand-chose. Bon. Donc, c'est censé vous aider. En fait, c'est un peu du foutage de gueule, parce que ça ne vous aide pas. Donc, apprenez à utiliser vos calculatrices. Donc, par exemple, là, plutôt que rester à regarder la vidéo, vous appuyez sur pause, vous prenez votre calculatrice et vous essayez. Il faut absolument que vous trouviez 0,0013. Voilà. Voilà. Bon, ceci dit, je vais vous montrer maintenant comment on fait plus précisément avec la Casio et avec la TI. Alors, comment utiliser concrètement la Casio pour déterminer une probabilité quand on a des lois normales? Donc, je vous l'ai mis au tableau. Hein, donc, l'instruction, c'est norme CD de A, B, sigma, mu avec Casio, alors qu'avec TI, c'est AB, mu, sigma. Donc, concrètement, comment accéder aux normes CD? Alors, il y a une façon compliquée, une façon simple. La façon compliquée, c'est de se balader dans les menus. Vous faites d'abord OPTN comme option. Donc, vous avez différentes options. Parmi celles-ci, vous avez Stat. Donc, en fait, on prend Stat. Hop. Là, après, il faut faire dist comme distribution. Après, la loi normale, norme. Donc, vous faites norme. Et enfin, NCD, norme CD. Voilà. Et là, vous mettez vos paramètres. Alors, c'est évidemment beaucoup trop compliqué pour moi, par exemple, parce que je ne supporte pas de me balader dans des menus à rallonge. D'ailleurs, j'ai mis 5 minutes à le retrouver, celui-là. Alors, sinon, la façon simple, vous faites catalogue. Catalogue, vous voyez, c'est écrit là. Donc, je fais c'est en shift, donc je fais shift catalogue. Voilà. Et donc là, j'ai mon catalogue. Alors là, je ne suis pas à la lettre N, donc j'ai deux choix. Soit je me balade avec les flèches, j'attends 1 heure. Soit j'utilise la touche alpha N pour dire je veux être à N. Alors la première fois, ça ne marche pas. Une deuxième fois. Et voilà, cette fois-ci, ça a marché. Alors, donc N, norme CD. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide. Enfin, après, chacun ses goûts. Hein. Bon. Alors, A, B... sigma et mu, attention à l'ordre. Donc on a dit que A c'était 211. 211, virgule, donc B, en fait B, non. Alors on recommence. 211, ça y est, cette fois-ci c'est bon. Virgule. B, donc on a dit un très grand nombre, normalement c'est plus l'infini, mais j'ai pas de touche plus l'infini sur ma calculette. C'est pas grave, je mets un très grand nombre, par exemple celui-là. Voilà un très grand nombre. Je mets ma virgule. Donc, après A et B, c'est sigma. Donc, sigma, c'est 3,5. 3,5.
virgule, alors là, on recommence, j'ai pas de chance aujourd'hui, 3.5 et mu 200.5. Donc, 200.5. Là, tout est bon, c'est impeccable. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et je dois trouver 0,0013. Voilà. Alors là, vous le reconnaissez peut-être pas, hein, c'est 1, on va dire 1,35 10-3, mais 1,35 10-3, c'est 0,00135. Voilà. Et 0,00135, si vous prenez 4 chiffres après la virgule, ça fait 0,0013. Donc c'est bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est avec norme CD. Je vous montre quand même, il y a aussi une autre technique. Vous allez dans les menus. Menus. Parce que ça c'est pour les élèves qui se disent ah bah ça le AB sigma mu je vais jamais le retenir, je ne saurai jamais dans quel ordre il faut le faire. Alors vous allez dans Stat. Voilà. Vous allez dans Stat et là vous faites distribution. Vous faites norme et vous faites NCD. Voilà. Alors, parfait. Donc là, lower, donc si vous connaissez un petit peu l'anglais, lower c'est plus bas. Donc le nombre du bas, en fait, c'est A. Hein, parce qu'en fait, il calcule une intégrale. Rappelez-vous du dessin que j'ai fait sur le tableau. Donc en fait, la probabilité que x soit compris entre A et B, c'est l'air qui est sous la courbe entre A et B. Donc c'est l'intégrale de la fonction entre A et B. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore fait les intégrales, bon, bah, vous ne pouvez pas trop comprendre ce que je dis, mais vous verrez plus tard que, à ce moment-là que l'intégrale c'est l'air sous la courbe. Et l'intégrale, ça se note intégrale de A à B. Et la notation, c'est un truc comme ça avec A en bas et B en haut. Donc voilà, intégrale de A à B. Et A c'est le nombre du bas, B c'est le nombre du haut. Donc si vous n'avez pas vu les intégrales, vous le ferez. Donc vous comprendrez ça éventuellement plus tard dans l'année. Donc éventuellement reprenez la vidéo plus tard. Mais enfin donc lower c'est le nombre du bas, c'est A. Donc quand on n'a pas fait les intégrales, on ne comprend pas pourquoi, mais quand on a fait les intégrales, ben, on comprend tout de suite. Voilà. Donc sinon, bah, si ça ne vous parle pas, retenez que A c'est dans lower. Donc très bien. Upper. Ben, on met un nombre très grand, donc par exemple, voilà, ça c'est un nombre très grand. Voilà, parfait. Sigma, on a dit que c'était 3.5, donc je mets 3.5. Et mu, on a dit que c'était 200.5, donc je mets 200.5. Voilà. Ok. Parfait. Sèvres, ça je m'en moque. Je réappuie, donc il faut appuyer 2 fois sur Entrée. Et il vous met P égale 1,35 10-3. Donc je rappelle que 1,35 10-3, c'est pareil que 0,0013. Hein. Enfin, si on arrondit 4 chiffres après la virgule, bien sûr. Mais c'était ça la consigne. Voilà. Donc voilà comment on peut faire avec la Casio. Donc ça peut sembler compliqué au début, mais je veux dire, c'est tout le temps la même chose. Donc il faut que vous vous entraîniez. Hein. C'est hors de question de venir au bac sans savoir utiliser sa calculatrice pour calculer une probabilité donnée par une loi normale. Hein. Il faut que vous vous entraîniez. Voilà. Donc après, on va passer à l'ATI. Alors, voilà l'ATI. Alors c'est pareil, moi je fais catalogue hein, à chaque fois, parce que sinon il faut se balader dans les menus, c'est insupportable. Catalogue sur l'ATI, c'est ici. Donc, alors c'est pareil, par contre, oui, c'est normal FREP, donc toujours en N. Et il y a le même bug. Parfois, on se dit que vraiment, ces calculatrices sont des copier-coller l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la première fois qu'on fait... La première fois, ça ne marche pas. Et la deuxième fois, ça marche. Quand tout va bien. Après, quand on n'appuie pas bien sur les touches, il faut faire 3 fois. Bon. Passons. Donc, normal FREP. Normal FREP, c'est lui. Et donc, j'ai dit que cette fois-ci, c'est A, B, mu, sigma. Donc, on a dit que A, c'était... 211. 211. B, un très grand nombre, donc je vais mettre par exemple 5, et puis voilà. Voilà un très grand nombre. A, B, mu, c'est 200.5, ça n'a pas changé. Et sigma, c'est 3.5. Voilà.
et j'ai mon 0,013, non, 0,0013, pardon, comme avec la Casio et comme dans le tableau. Donc voilà. Donc surtout ne faites pas l'impasse sur la calculatrice, hein, parce qu'il y a des tableaux qui sont faciles à manipuler, d'autres tableaux qui ne sont pas faciles à manipuler. Et voyez qu'avec la calculette c'était plus simple parce qu'on n'avait pas besoin de faire 1 moins probabilité que R soit inférieur à 211. C'était directement donné par la calculette. Donc en fait, si vous voulez, les tableaux, normalement c'est pour aider les candidats qui n'ont pas les sous pour s'acheter des calculatrices correctes, qui sont rarissimes, hein, mais en fait, c'est fait pour aider, mais en fait, moi, le retour que j'ai de mes élèves, c'est plutôt les tableaux, leurs tableaux, j'y comprends rien, hein, ça. Donc moi, je vous conseille de toute façon de savoir utiliser votre calculatrice. Voilà. Alors, donc la question est terminée. Question 2. Calculer la probabilité P2 de l'événement, la résistance du composant, y compris dans l'intervalle de tolérance indiqué dans l'énoncé. Bon, bah, très bien, alors l'intervalle de tolérance indiqué dans l'énoncé, bah, du coup on lit plus haut, et c'est écrit, on suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise entre 195 et 205. Voilà. Donc c'est ça, c'est ces deux nombres. Donc bilan des courses, lorsque vous lisez l'énoncé, surlignez ou encadrez tous les nombres, parce que comme ça, vous ne perdrez pas 5 minutes à aller trouver les deux nombres qu'il faut. Donc on me demande la probabilité que la résistance soit comprise entre 195 et 205. Si là, vous, au lieu de mettre des inégalités larges, vous mettez des inégalités strictes, ça ne change rien. Hein. On a vu tout à l'heure que la probabilité d'avoir R égale un nombre vaut 0. La probabilité que R soit compris entre deux nombres, normalement, ça ne vaut pas 0. Et si ça doit être égal à un nombre, ça vaut 0. Du coup, que ce soit large ou strict, ça ne change rien. Très bien. Bon, bah voilà. Alors, du coup, si je veux faire avec le tableau, ça... Alors déjà, il faut connaître, là il y a une formule de cours quand même, parce que elle tombe régulièrement. Donc là, avec la calculatrice, en fait, on pouvait y échapper, mais parfois on ne peut pas. Donc la probabilité que x soit compris entre A et B, c'est probabilité que x soit inférieur à B, moins probabilité que x soit strictement inférieur à A. Et du coup, si c'est une loi normale, ou une loi exponentielle, ou une loi uniforme, ici, que ce soit strict ou que ce soit large, c'est pareil. Hein, voilà. Donc, je regarde mon tableau. Alors, première chose, donc ça, je le réécris comme étant la probabilité que R soit inférieur à 205, moins la probabilité que R soit inférieur à 195. Et après, je fais avec le tableau. Donc, du coup, dans le tableau, je cherche 205 et 195. Est-ce qu'ils y sont? Donc, je cherche 205 et 195, évidemment, dans la colonne T. Oui. Pour 205, je lis 0,9007. Et pour 195, 0,058. Du coup, pour 205, comme on a dit, ça fait ça, moins, on a dit 0,058. Et après, je prends ma calculatrice. Voilà, 0,8427. Voilà. Soyez en passant, ici, c'était déjà des valeurs approchées. Le tableau ne donne pas de valeur exacte. Bon. Voilà. Et alors là encore, avec la calculatrice, c'était plus simple. On n'avait pas besoin de dire que c'était probabilité que R soit inférieur à 205, moins probabilité que R soit inférieur à 195. Mais, donc, on n'avait pas besoin d'utiliser cette formule, mais cette formule, je vous engage à la connaître, hein, parce qu'elle n'est pas très difficile, elle est logique. Hein, parce que dire que x est compris entre A et B, ça veut dire que déjà, il est plus petit que B, et ensuite, il n'est pas plus petit que A. Hein. Donc, cette formule est logique, et elle rend de grands services. Alors, à la calculette, donc ça, c'est la méthode tableau. Très bien.
à la calculette. Donc je recommence mon calcul. 195, plus petit que R, plus petit que 205. Eh bien, si j'ai une TI, je vais faire normal FREP A, B, mu, sigma. Donc A et B, c'est ces deux nombres. Donc je mets 195, 205. Je n'ai pas la place, donc je l'écris en dessous. Mu, on a dit que c'était 200,5. Enfin, du coup, c'est un point pour la calculatrice. Et sigma, on a dit 3,5. Je tape ça. Si j'ai une Casio, je fais norme CD, A, B, sigma, mu. Donc 195, 205, 3,5, 200,5. Et je trouve directement 0,84, 26, 86, 96, 46. Comme on me demande d'arrondir à 10-4, 4 chiffres après, je prends 4 chiffres après la virgule, donc 0,84, après 26, mais après c'est un 8, donc 27, 0,84, 27. Est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil, tout est bon, parfait. Donc là encore, c'était plus simple avec la calculatrice qu'avec le tableau. Alors, troisième et dernière question de cette partie B. On prélève au hasard dans la production de 3 composants. On suppose que les prélèvements sont indépendants l'un de l'autre et que la probabilité qu'un composant soit accepté est égale à 0,84. Alors très bien, alors déjà le 0,84 on est rassuré parce que la question d'avant on a trouvé 0,84, 27. Donc ça veut dire que si on a arrondi à deux chiffres après la virgule c'est 0,84. Et 0,84 c'est la probabilité que la résistance du composant soit acceptable. Donc c'est normal que ça devienne la probabilité que le composant soit accepté. Donc du coup le 0,84 il vient nous dire que si on a trouvé 0,84 et quelques c'est bon. Parfait. Donc, je ferme la parenthèse, déterminer la probabilité P qu'exactement 2 des 3 composants prélevés soient acceptés. Bon, alors là, ça, dans cet énoncé, on reconnaît tout à fait la tournure de phrase qu'il y a quand c'est la loi binomiale. Donc, déjà, il faut se dire, c'est la loi binomiale. Bien. Donc, du coup, la probabilité que 2 des composants soient acceptés, donc, il faut commencer par dire, j'appelle X, grand X, le nombre de composants acceptés, puisque on veut la probabilité que 2 soient acceptés, donc on va appeler X le nombre de composants acceptés. C'est tout à fait logique. Du coup, on nous demande la probabilité que X soit exactement égal à 2. Donc voilà, c'est ça qu'il faut calculer. Alors, déjà, on peut signaler que x suit une loi binomiale. Dans la loi binomiale, il y a 2 paramètres n et p. N, c'est le nombre de fois où on fait l'épreuve. Comme on tire 3 composants, ce sera 3. Et p, c'est la probabilité qu'il soit accepté. Donc on a dit que c'était 0,84. Voilà. Donc, le paramètre P, je vous signale que c'est quand, c'est pas quand on fait plusieurs fois, c'est quand on fait qu'une fois. Donc ça veut dire que si j'en choisis qu'un seul, la probabilité qu'il soit accepté c'est 0,84. Donc ici c'est 0,84, c'est-à-dire le paramètre P c'est 0,84. Alors si cette notation-là vous effraie, vous mettez X suit la loi binomiale, 2 paramètres, 2 points, et vous mettez N égale 3, P égale 0,84. Ça veut dire exactement la même chose. Hein, voilà. Voilà. Bien. P de x égale 2 égale. Alors la loi binomiale, c'est une formule. Et cette formule est la suivante. Donc je vais la mettre ici. Non, plutôt en bas. Probabilité d'avoir x égale k. Est égal à k parmi n. Ce truc bizarre, c'est la calculatrice qui le calcule. Fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k.
Voilà. Très bien. Alors, celle-là, il faut absolument la connaître. Hein. Donc, si ça ne rentre pas à la limite dans la calculatrice, il vaut mieux quand même la connaître. Hein, mais en tout cas, il faut savoir qu'elle existe. Hein. Donc ça, la loi binomiale, c'est cette formule, point. Il y a deux petites choses à savoir en plus. Il y a une formule pour l'espérance et la variance. Bon. Mais l'espérance, c'est n fois p. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Bon. Je vous dis oralement parce qu'ici ça ne sert pas, mais en fait, bon, la formule centrale c'est quand même celle-là. Probabilité d'avoir x égale 2, donc ça veut dire que k je le remplace par 2. N je le remplace par 3 et P je le remplace par 0,84. Bon, bah, très bien. Alors, donc du coup, k c'est 2, N c'est 3, P c'est 0,84, donc 0,84 puissance k, k c'est 2, fois 1 moins P, donc 1 moins 0,84, puissance N moins k, donc puissance 3 moins 2. Voilà. Alors après, je calcule ça à la calculatrice. Donc, je vous montre. Alors, je commence par ATI. Donc, comment on calcule le 2 parmi 3 à l'ATI? Alors, vous allez d'abord dans le menu Maths, ici. Alors, ensuite, on propose différents trucs. Il y a NUM, CPX, ça c'est les complexes. Donc, en ES, ben, vous en faites très peu. Ça, c'est Proba. Donc, on va sur Proba. Voilà. Et dans Proba, c'est combinaison. Donc, vous faites 3. Il faut savoir que c'est combinaison. Voilà. Et alors, donc, moi, c'est 2 parmi 3. Alors, que ce soit la TU ou la Casio, 2 parmi 3, vous mettez le plus grand d'abord. Donc, ici, c'est 3. Combinaison le plus petit, 2. Donc 3 combinaison 2, ça va me faire 2 parmi 3. Et je trouve 3. Bon ben voilà, donc le machin 2 parmi 3, ça fait 3. Bon, regardez ce qui se passe si je fais 2 combinaisons 3. Donc 2, toujours maths, toujours proba, toujours choix numéro 3, combinaison. Donc 2 combinaisons 3. Ça me met 0. Alors si vous obtenez 0, vous vous inquiétez. Hein. Voilà. Sur la Casio, c'est mieux, c'est-à-dire que ça fait un message d'erreur. Donc là, voilà. Alors je vous montre tout de suite avec la Casio. Donc, avec la Casio, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez dans OPTN, options. Là, il y a différents trucs. On propose liste, maths, complexe, calque, stat. Non. Là, j'ai, je sais pas, conv, hip, probe. Bon, voilà, c'est probe. Et après, c'est celui-là, NCR. Donc NCR, c'est pareil, c'est 3, ce machin-là et 2. Donc voilà, donc je recommence. Del. Voilà. Donc je fais 3. Ce machin-là, NCR. Donc il y a un C qui s'affiche, hein, mais ça veut dire combinaison. Et il y a un 2. Et ça fait 3. Et je vous montre si je me trompe, si je fais 2 NCR 3. J'appuie sur Entrée. Pof, ma erreur, donc erreur mathématique. Donc voilà, donc je ne peux pas me tromper. Voilà. Donc je continue, mais je remplace mon 2 parmi 3 parce que j'ai trouvé à la calculatrice, c'est-à-dire par 3. Voilà, donc je termine le calcul, ça fait 3, fois 0,84 au carré, fois 1 moins 0,84, 3 moins 2 ça fait 1, voilà. Et là, je prends ma calculette. Donc, 3 fois 0,84 au carré fois 1 moins 0,84, le puissance 5, je ne suis pas obligé de le mettre. Hein. 0,33, 86, 88. Alors, est-ce que la précision...
Ouais, la précision est à 10, donc avant c'était 4 chiffres après la virgule, donc je vais me permettre de mettre 4 chiffres après la virgule parce que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous mettez les 6, pourquoi pas, mais on va plutôt mettre à 10 moins 4. Donc, puisque ça se termine par un 6 et qu'après c'est un 8, ça veut dire que j'arrondis à 7, donc 0, 33, 87. Par contre, comme j'ai pas mis la valeur exacte, je mets mon petit machin là, 0 pour dire que c'est une valeur approchée, et voilà. Et là, ça termine l'exercice.